Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle séance de formation organisée par Télémédicaire. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, qui ont rejoint l'équipe récemment, je voudrais vous dire que, bien évidemment, Télémédicaire, c'est avant tout une communauté qui regroupe aujourd'hui donc 250 établissements qui sont accompagnés au quotidien par un médecin télécoordonnateur. Les médecins télécoordinateurs, ils sont aujourd'hui 130, ce sont tous des experts en télécoordination et ils accompagnent au quotidien près de 8000 soignants et ils télécoordonnent le parcours de soins de près de 18 000 résidents. Ces établissements, ils sont confrontés à beaucoup de difficultés au quotidien et en particulier, ils doivent assurer la sécurité de leurs résidents. Pendant longtemps, cette sécurité a été liée à la contention, mais on a vite compris que ce n'était sûrement pas la bonne solution. Et aujourd'hui, donc, beaucoup disent que finalement, la contention doit être finalement la dernière alternative. Alors, pour en parler sur ce sujet qui, je suis sûr, vous intéressera beaucoup, nous avons convié le docteur donc, Bertin Hugo, qui a écrit récemment donc, un livre blanc sur ce sujet. Avant de lui passer la parole, je voulais vous dire que, comme d'habitude, vous aurez la possibilité de poser des questions donc, à notre expert en cliquant sur le pictogramme donc, sur l'écran. Alors, la contention, est-ce vraiment la dernière alternative? Alors, bonjour à tous et merci de m'accueillir. Évidemment, je démarre juste pour dire que j'ai quelques liens d'intérêt dans le cadre de conseils que je peux donner à certaines sociétés, Life Plus, Wincare, Sidley, et que je suis fondateur donc, d'un réseau de services à domicile médicalisés. Ce qui est important, je crois, c'est voilà, effectivement, au travers de cette formation, d'essayer de déconstruire ses croyances sur la contention, essayer peut-être de la redéfinir, de présenter ses impacts multiples, parce que souvent on a les impacts, et on reverra d'ailleurs la notion de temporalité entre l'impact immédiat d'une chute par exemple, et puis l'impact de la contention qui est peut-être un peu plus longue, proposer des alternatives concrètes à cette contention, et puis outiller aussi les équipes et les établissements pour convaincre les familles. Donc on va peut-être revoir la définition de la contention pour voir un petit peu de quoi on parle et effectivement évaluer si ça pourrait être une dernière alternative. Donc évidemment, on va reprendre la définition de la Haute Autorité de Santé qui nous dit que c'est l'utilisation de tout moyen, méthode, matériel ou vêtement qui empêche ou limite les capacités de mobilisation volontaire. Voilà, chaque terme est important. Empêche ou limite les capacités de mobilisation volontaire, ça veut dire que un dispositif qui n'empêcherait pas cette mobilisation volontaire. Je prends par exemple un exemple très concret, des barrières de lit que la personne pourrait enlever. Est-ce que c'est une contention? La réponse, si on reprend la définition, c'en est pas une, puisqu'elle peut les enlever elle-même. Donc on a une capacité de mobilisation volontaire de tout ou d'une partie du corps dans le seul but d'obtenir la sécurité. Et ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est la sécurité effective pour une personne âgée que de lui proposer une contention? Un élément très important, donc c'est uniquement, et ça c'est ce que nous dit la HAS, en cas de comportement estimé dangereux ou mal adapté. Et c'est vrai que derrière cette notion de contention, on doit toujours se poser la question de savoir si effectivement c'est un système d'accompagnement, j'ai envie de dire si elle est thérapeutique pour aller vraiment loin, et puis avoir en tête que la recherche de sécurité absolue, ça peut parfois entraver le désir de vie, voire même tuer la vie. Et que derrière cette toute sécurité, c'est en fait aussi un impact direct sur ce désir de vie qui me semble, et on aura l'occasion de le partager, doit être notre fil conducteur pour la prise en charge de ces personnes qui déjà ont été arrachées de leur domicile, souvent malheureusement dans des situations où c'était parfois pas un choix personnel, et qui du coup se retrouvent dans un environnement collectif avec des risques très importants, à la fois de dépression, à la fois de déstabilisation. On voit par exemple sur les chutes que la chute intervient pour la majeure partie dans le mois qui suit l'entrée en maison de retraite. Et donc c'est des moments qui sont particulièrement délicats, sur lesquels il faut pouvoir accompagner et penser à évaluer ce désir de vie le plus possible pour proposer quelque chose qui corresponde vraiment aux souhaits de la personne, et puis revoir aussi le positionnement de l'entourage, mais on va y revenir. Peut-être à travers les textes de loi, redéfinir rapidement deux, trois éléments qui sont clés. D'abord, le fait que contenir est interdit. Je crois que c'est important de le rappeler.
Nul ne peut être arbitrairement détenu, donc une contention arbitraire est interdite. L'autorité judiciaire est garante de la liberté individuelle, c'est important, et assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. Il y a des rappels du droit fondamental d'aller et venir que j'ai pu reciter dans la proposition de support de cette formation que je pense vous sera envoyée. Et donc on voit dans le Code d'action sociale et des familles, il y a un article sur ce respect d'aller et venir qui est fondamental. Au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a plusieurs articles qui parlent de ce droit du domicile choisi. Et puis il y a plusieurs jurisprudences, à la fois du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, qui nous rappellent ce droit fondamental de la liberté d'aller et venir, et qui doit nous inciter à considérer, pour répondre à votre question, que la contention, c'est pas est-ce qu'elle pourrait être une dernière alternative, c'est qu'en fait elle doit être une dernière alternative. Et après, on peut se poser la question du coup, comment on fait, quoi ? Comment on fait pour se libérer de la contention ? Et on va peut-être la redéfinir. Alors, j'ai volontairement cette image d'entonnoir pour essayer de réfléchir à finalement de quoi parle-t-on quand on parle de contention. Souvent, l'image qui nous vient immédiatement, c'est la personne qui est attachée. Et on est effectivement là dans un cas de contention qu'on pourrait dire corporelle, qui utilise des dispositifs qui sont directement liés au corps. Et on sait bien que finalement, dans les usages, il y a plusieurs modes de contention. On parlait tout à l'heure des barrières de lit. On est déjà sur une contention qui va être plus autour du mobilier, du matériel médical. Et on voit bien que ça ouvre un petit peu le champ des possibles. Et puis on va ensuite avoir une contention architecturale. Et si on prend à la fois d'ailleurs les établissements médico-sociaux en général, dans lesquels, dans un certain nombre de cas, on empêche les gens de sortir, y compris des personnes qui sont en unité standard, mais qui ne peuvent pas sortir comme elles le souhaitent. On voit bien que l'architecture peut contenir, alors encore plus dans ces établissements-là, quand on parle des PASA ou des Cantou, ou des unités protégées ou des unités de soins adaptés, etc. Où là, on a vraiment des architectures qui effectivement contiennent, mais encore une fois, qui laissent un espace de liberté qui est plus important que ce que l'on a pu définir au départ, quand on parle de contention comme un système d'attache corporelle. Et puis enfin, il y a ces dernières réflexions sur la contention qui doit d'ailleurs nous faire réfléchir sur est-ce que c'est réellement des contentions, c'est la technologie. C'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de la technologie. Où là encore, on est dans un usage des possibles qui est encore plus important. Si on a un système qui permet d'identifier la localisation de quelqu'un, est-ce qu'on est sur de la contention ? En tout cas, on est sur de la surveillance, ça c'est certain. Mais on ne peut probablement pas dire qu'on est réellement sur de la contention. Souvent, il y a un peu une confusion entre la capacité de la personne à porter un dispositif et la contention. Et c'est intéressant là aussi d'évaluer les différences de pratiques entre les différents pays européens. Si on va en Autriche, par exemple, on s'aperçoit qu'on ne peut pas mettre à quelqu'un même une montre qui permettrait d'identifier où il est, ou s'il est tombé, etc., s'il l'a arraché une fois, et que très rapidement, la contention va n'être autorisée que par le juge, dans un système où l'histoire de l'Autriche, avec ce qui s'est passé pendant la guerre, fait qu'il y a une particulière sensibilité à ce sujet de la contention et de ce fait, une volonté que ce type de décision passe effectivement par la case judiciaire. Nous, on n'est pas là en France. On sait que la contention, c'est une décision. Alors, on la reprendra, mais c'est une décision qui doit être prescrite, qui doit être réévaluée avec du matériel adapté, donc une expertise réelle, dont la prescription doit être réévaluée. Les textes nous disent 24 heures. La réalité, c'est que c'est pas possible, en fait. Donc, c'est certainement pas le médecin qui va pouvoir réévaluer sa contention tous les 24 heures. Mais par contre, on a du personnel. On a du personnel infirmier, on a du personnel aide-soignant. Donc, on a des personnes qui doivent être en capacité de réévaluer effectivement cette contention de façon régulière. Et effectivement, tous les 24 heures, en tout cas, c'est ce qui est préconisé. Voilà. Et ensuite, je crois qu'il est important de revoir justement quels sont les motifs pour lesquels est-ce que l'on se dit qu'on va utiliser cette contention. Et là, rapidement, on tombe sur la problématique de la prévention des chutes. Cette prévention des chutes,
elle fait peur. C'est sûr qu'une chute, c'est jamais agréable. Mais je crois qu'il faut avoir en tête, on va refaire un petit zoom sur la chute, que la chute est imprévisible. Donc on va proposer une contention pour une chute. En réalité, si effectivement on veut que la contention ne soit pas délétère, ça sous-entendrait de lever la personne de façon très régulière, de la faire marcher de façon très régulière. Et malheureusement, c'est souvent pas derrière souvent, la contention qui est mise en œuvre augmente plutôt le risque de chute et de chute grave. Et là, toutes les études nous montrent que l'utilisation de la contention ne protège pas, en tout cas en macro, des conséquences de la chute, mais qu'elle est plutôt extrêmement délétère, elle augmente le risque, puisqu'effectivement, comme la personne ne marche plus, voilà, elle perd en fait tout ce qui est de ces réflexes physiologiques qui lui permettent de se mettre en stature debout, de façon assez rapide en plus, particulièrement chez le sujet âgé, on y reviendra aussi, mais voilà, du coup, sous une bonne intention qui est d'essayer de limiter les chutes, en réalité, on augmente le risque et puis on augmente la dangerosité de ce que l'on propose en fait à la personne en tant que telle. Un autre élément important, c'est souvent dans le cadre de la gestion de déambulation. Alors voilà, il y a quand même maintenant pas mal d'années que des travaux ont été faits et que justement on a pu adapter progressivement l'architecture des bâtiments pour permettre aux personnes de se promener et favoriser cette marche qui, tout comme toujours, la verticalité, la capacité de l'homme à marcher est tout simplement essentielle pour éviter toutes les complications de décubitus, toutes les complications liées à l'immobilisation, à la position couchée. Et puis, il y a une dernière raison pour laquelle on évoque parfois la contention, c'est les problématiques comportementales. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que je crois qu'il y a eu des formations qui ont été faites sur les thérapies non médicamenteuses. Voilà, je crois qu'il y a des liens à faire entre toutes ces formations qui vous sont proposées et qu'effectivement, face à un trouble du comportement, à moins réellement d'être dans une situation urgente avec un risque réel, imminent et une dangerosité majeure, son utilisation elle n'est pas souhaitable parce qu'on risque plutôt d'augmenter la confusion, d'augmenter même l'agression, l'agressivité aussi, et puis d'entraîner une chute de la thymie et des vraies problématiques. Et je crois que finalement, ce qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que l'utilisation de la contention, si on veut réellement, si on doit l'utiliser, il faut avoir en tête que ça nécessite une augmentation de moyens. Et ça, c'est important. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'une contention, ça nécessite d'être surveillé, ça nécessite d'être levé. Voilà. Et donc, sur cette notion essentielle de la contention, souvent, on pourrait penser que l'utiliser va nous permettre, entre guillemets, de faire des économies hommes. La réalité, c'est l'inverse. Si on veut l'utiliser correctement, cette contention, elle nécessite du temps homme de façon plus importante. Voilà, de façon à éviter tous ces effets secondaires. Et je crois que c'est un sujet majeur, que les effets secondaires de la contention, on y reviendra. Sur les chutes, je voulais faire un petit focus, parce que, justement, sur les chutes, alors, pour avoir beaucoup travaillé sur la prévention des chutes, l'évaluation du risque de chute, que ce soit sur le plan clinique, ou même sur le plan technologique, avec tout ce qui est analyse des stétokinésigrammes ou analyse de la marche. Le sujet de la prévisibilité de la chute, on est loin, quoi. Voilà, il y a peut-être certains technophiles qui veulent nous faire croire qu'à force d'enregistrer des images via des caméras, on arrivera demain par l'intelligence artificielle à prévoir effectivement que quelqu'un va tomber. Ce qui est certain, c'est qu'on en est quand même très loin, que les facteurs sont tellement multiples que c'est très complexe de prévoir une chute et que c'est important de le rappeler, ça. C'est important de le rappeler parce que ça veut dire que c'est complexe à anticiper et que quelque part, ce qui doit réellement porter notre attention, c'est les conséquences de la chute. C'est sûr que quelqu'un qui est tombé retombera, on le sait tous. Mais le problème, c'est la conséquence. Et une des conséquences qui finalement est assez peu prise en compte, c'est le temps passé au sol. Le temps passé au sol, on sait pertinemment qu'il y a un impact en fonction de la durée, qui est un impact direct sur la thymie, sur toutes les complications qui surviennent dans les suites d'une chute. Il y a un véritable traumatisme qui s'opère. Et donc là, je crois qu'il y a vraiment une réflexion à avoir, particulièrement dans nos établissements médico-sociaux, d'autant plus que, pour le coup, là, la technologie peut nous aider et que si c'est souvent extrêmement traumatisant de savoir que son parent est resté 2-3 heures par terre, entre deux rondes la nuit, et qu'il est
voilà, il est rassurant en tout cas de savoir que effectivement s'il tombe, on a un dispositif qui nous permet d'être alerté et d'intervenir. Voilà, et je crois que même là-dessus, il y aurait à travailler sur l'affichage de ce que l'on fait dans les établissements de façon réelle pour éclairer un peu les décisions à la fois du résident et de sa famille sur ce qu'on est capable d'apporter. Et ça, d'autant plus dans un contexte où on voit ces technos arriver au domicile, on voit ces technos arriver dans des résidences-services. Et donc, il est important que les établissements médico-sociaux s'y mettent aussi et puissent effectivement intervenir au bon moment. Et c'est d'autant plus important, cette notion de chute, que de toute façon, 70%, voire plus, des résidents qui sont présents dans les établissements médico-sociaux sont des résidents qui ont un risque de chute, et même un risque de chute élevé, avec des facteurs favorisants que vous connaissez. Vous savez que l'équilibre, il passe à la fois par 3 canaux au départ. Vous avez la proprioception, donc ce qui arrive sur le plan neurologique de la plante des pieds, qui permet de remonter au niveau du cerveau un signal qui va lui dire à peu près comment on se situe. Vous avez la vue, qui est un élément que dans le cadre du vieillissement, on utilise énormément. C'est probablement celui qui est le plus utilisé. Et puis vous avez l'oreille interne avec le vestibule, qui sont donc 3 canaux qui renvoient une information au cerveau qui va la traiter. Avec un cerveau qui, chez le sujet âgé, particulièrement chez ces résidents polypathologiques, polymédiqués, est fragile, va possiblement avoir un peu plus de difficulté à traiter ce signal-là et va renvoyer un signal à la fois au niveau musculaire, au niveau articulaire, au niveau neurologique, pour effectivement permettre à la personne de rester debout. Et donc derrière ce système extrêmement complexe, dont on n'a pas encore décrypté toutes les astuces, on sait qu'il y a des facteurs qui favorisent la chute, et évidemment le déficit sensoriel, on en parlait, je vous disais que la vue était vraiment un élément important, la sarcopénie, puisque évidemment si vous avez moins de muscles, c'est plus compliqué, tout ce qui est médicaments qui peuvent interagir, et puis l'environnement, les chaussures, et puis la pathologie ostéo-articulaire, et puis les pathologies neurodégénératives. Et souvent, en fait, il faut bien identifier ces facteurs favorisants sur lesquels on peut intervenir. On peut mettre en place une analyse de l'ordonnance, on peut mettre en place une analyse de l'environnement, on peut mettre en place de l'activité physique adaptée, de la kiné, on peut vérifier sur le plan ophtalmo que c'est mieux, faire de la rééducation vestibulaire. Et souvent, en fait, donc, sur ce terrain-là, ce qui entraîne la chute, ça va être les facteurs précipitants. Et là-dessus, il y a vraiment une vigilance à avoir dès qu'il y a une problématique infectieuse, voire quand il y a un deuil, un trauma psychologique. Effectivement, ça a un impact. Ça peut avoir un impact sur l'équilibre. Le trouble du rythme cardiologique, tout ce qui est complications médicales au sens large, ou bien évidemment un obstacle environnemental qui peut être un facteur précipitant, une dame qui fait le ménage et puis qui laisse, qui fait pas très attention, qui met pas les panneaux de signalisation, ou qui fait ça à un horaire qui est pas très adapté, avec pas mal de passages, et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une chute qui est opérée, à la fois du fait des facteurs favorisants, mais aussi des facteurs précipitants sur lesquels on peut travailler également. Et en miroir de ce sujet des complications, de la chute et des complications, il faut mettre en miroir ce sujet des complications liées à la contention. Plus 143% de complications, c'est énorme. Et là-dessus, il est intéressant de voir la temporalité. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent, vis-à-vis des familles, parce que c'est quand même un sujet important que d'arriver à les utiliser, entre guillemets, comme partenaires dans nos décisions, un traumatisme autour d'une chute qui a entraîné une fracture du col, on arrive rapidement à ce qu'il ne faudrait pas contenir. Et c'est vrai que les accidents liés à la contention sont moindres. Je crois qu'il y a eu 16 décès au cours des 5 ou 6 dernières années, en lien effectivement direct avec la contention. Mais ça reste très faible par rapport à ce que l'on peut voir. Mais on parle encore de lien direct, c'est-à-dire un accident qui est lié à un étouffement, un étranglement, quelque chose qui, en termes de temporalité, nous choque parce que c'est du direct, c'est de l'immédiat. Voilà. Et on va avoir tendance, parce que le reste n'est pas de l'immédiat, mais que justement en temporalité on est quelque chose de plus lent, à oublier à quel point la contention est délétère
et avoir du mal en termes de communication vis-à-vis des familles à leur donner une information claire et honnête sur l'impact en termes de sarcopénie, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, l'impact en termes de chute, l'impact en termes de confusion, les risques d'escar, les risques d'infection qui sont nettement augmentés avec les problèmes de déglutition aussi, hein, tout ce qui est pneumopathie d'inhalation, sur lesquels on n'est pas très bon. Hein. Enfin, tout ce qui est autour de la déglutation, on sait que dans les études américaines, on est à 40% de troubles de déglutition dans des établissements médico-sociaux. Quand on est à 20% chez nous, sans trop confondre troubles de la mastication, troubles de la déglutition, voilà, on est assez bon. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, en tout cas, la contention elle-même, sur cette notion de déglutition, ça a un impact. Ça a un impact du coup sur les infections, sur la dénutrition évidemment, sur la constipation. Et puis tout le syndrome d'immobilisation, syndrome post-chute. Donc là où on est sur les conséquences physiques et puis toutes les conséquences psychologiques qui sont extrêmement importantes, de dépression, d'agitation, syndrome de glissement, isolement, perte de dignité, etc. À la fois psychologique et sociale. Les conséquences de la contention, elles ne sont pas que pour la personne en question, elles sont aussi pour les soignants. Alors, il y a moins d'études hein, sur les sujets, mais il est évident de contenir, ça peut créer un traumatisme, ça peut créer de l'insatisfaction, ça peut créer de la culpabilité, un sentiment d'impuissance, voilà, parce que, en fait, pourquoi est-ce qu'on le contient sur un trouble du comportement si effectivement on a la possibilité de faire une thérapie non médicamenteuse? Est-ce que si on le fait, c'est parce que, là encore, on est sur une problématique de moyens, mais si c'est ça, derrière, on risque de voir la personne se déconsidérer elle-même et finalement quitter sa fonction et aller faire autre chose. Là, on sait que le temps moyen de vie d'une infirmière est quand même assez court, voilà, en tant qu'infirmière. Donc de la même façon pour nos aides-soignants ou les auxiliaires de vie, le fait de donner du sens à son travail, c'est important, et quand on utilise la contention, ça peut parfois être compliqué, donc ça s'accompagne. Voilà. Un sentiment d'impuissance, de l'anxiété, du stress. Et donc, quel est l'impact sur l'absentéisme? Voilà, de façon assez naturelle, on peut penser qu'il y en a un. Il n'y a pas tant d'études que ça sur le sujet. Quel est l'impact sur le burn-out? Voilà, aujourd'hui, on a quand même des notions de qualité de vie au travail, de responsabilité sociale et environnementale. Voilà, donc c'est un sujet qui l'impacte de façon directe. Et puis sur la continuité des soins, et c'est pour ça que probablement que dans ces conséquences de la contention, il y a aussi la réputation, l'attractivité de l'établissement, tous les risques juridiques, hein, on en reparlera, mais finalement le fait de très peu l'utiliser, comment est-ce enfin, quelque part c'est un marqueur de la qualité du soin présent dans l'établissement, et ça doit pouvoir être utilisé comme la promotion de la qualité des soins qui est proposée par l'établissement. Et c'est d'autant plus important que, quelque part, moins on l'utilise, mieux on peut l'utiliser, évidemment. Parce que ça veut dire qu'on a plus de temps pour l'utiliser correctement. Ça veut dire qu'on va faire plus attention à la personne, ou les deux, ou les trois personnes qui, effectivement... voilà. Et donc, il est important, effectivement, voilà, que ça soit toujours... après avoir analysé l'ensemble de la situation, que l'éventuelle décision soit cette dernière alternative et qu'on ait bien pesé, voilà, le pour et le contre. Sur le plan légal, parfois voilà, les directions d'établissement qui se savent avoir un risque pénal par rapport à ce qui se passe au sein de leur établissement voilà, méritent d'être rassurées. Déjà, il est important d'avoir en tête qu'on a une obligation de moyens proportionnels au risque, pas de résultats. Et dans le cadre de la présentation, on vous enverra quelques liens qui vous montreront que une chute dans un établissement d'une personne âgée n'entraîne certainement pas de façon systématique, y compris s'il y a un décès, suite à la chute, la responsabilité pénale d'un directeur. L'enjeu, il est de savoir qu'est-ce qui a été fait en amont. Est-ce que les décisions qui ont été prises ont été proportionnées? Est-ce qu'elles ont été prises de façon réfléchie, avec une évaluation? Voilà, il faut rappeler que contenir, aujourd'hui, on est quand même dans un cadre où c'est interdit. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est interdit. Et que par contre, la responsabilité pénale d'un directeur dans le cadre de l'utilisation d'une contention peut être, alors là pour le coup,
Et ça a plutôt tendance, alors Madame Dahan, qui en a travaillé sur ce livre dont vous parliez, le dit bien, c'est-à-dire qu'on a effectivement de plus en plus de décisions juridiques qui vont plutôt dans le sens de « il n'avait pas à être contenu que vous avez manqué à votre devoir de contention ». Voilà, à condition évidemment de bien travailler, mais la contention ça peut être dangereux, voilà, je le rappelle, et d'ailleurs il est très très important, comme je vous l'exprimais avant, un, qu'elle soit prescrite, deux, qu'elle soit réévaluée, et puis que le matériel utilisé soit le bon matériel. Et puis que vos modes d'organisation permettent une utilisation simple. Je prends un exemple, je vais prendre deux exemples. Quand on met une ceinture abdominale à quelqu'un, il faut s'assurer qu'on a un soutien pelvien, un maintien pelvien. Si on n'a pas de maintien pelvien, on sait tous que la ceinture peut remonter, que la personne peut s'étouffer, s'étrangler. Donc utiliser des ceintures abdominales sans soutien pelvien, personnellement, je pense que c'est pas raisonnable. Voilà. Et je ne vois pas vraiment quelles sont les indications, on pourra en reparler, dans lesquelles on pourrait envisager ce type de matériel, mais il faut faire extrêmement attention au matériel aussi, à sa révision, au fait qu'effectivement il soit de bonne qualité, si effectivement on est amené à l'utiliser. C'est la même chose pour les barrières, c'est-à-dire que souvent quand on se promène en établissement, on s'aperçoit qu'il y a les lits qui ont des barrières. Mais pourquoi un lit a-t-il une barrière? Voilà, c'est une question. S'il y a une barrière, l'aide-soignant qui arrive le matin, qui n'était pas là la veille ou l'avant-veille, qui est peut-être un intérim, il mettra la barrière. Et si la barrière en fait n'est pas prescrite, la barrière n'a pas lieu d'être là. Donc comment est-ce qu'on gère ces barrières auprès des lits? Comment est-ce qu'on fait en sorte que les lits n'aient pas de barrière et que la barrière reste l'exception? Et qu'effectivement, on s'assure que si elle est là, c'est qu'elle est prescrite. De la même façon, si on a un lit hyper bas de type ce que l'on appelle communément lit Alzheimer, pourquoi mettre une barrière? Là aussi, moi je suis prêt à discuter de cas précis. Je ne vois pas vraiment pourquoi est-ce que, alors qu'on a un lit hyper bas et un matelas à côté, on mettrait en plus une barrière. Voilà. Mais tout ça peut être discuté, parce que c'est vrai qu'en plus, il faut avoir en tête qu'une personne qui arrive d'un lit en 140 ou 160 chez elle, à un moment donné, elle arrive chez vous dans un lit à 90, quoi. Et que donc, elle peut effectivement avoir des sensations de peur importantes, et il y a nécessité de lui laisser du temps de retrouver ses repères, d'être rassurée. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le plan du cadre légal et des limites, il n'y a pas de prescription de contention possible sans un danger immédiat et élevé, et ça c'est vraiment important, qui menace la santé et la sécurité des personnes. Voilà. Et un danger immédiat et élevé qui menace la santé ou la sécurité des personnes à un instant T, il peut avoir disparu à un instant T plus 1 qui peut être de l'ordre d'une demi-heure ou de 3/4 d'heure. D'où cette notion de réévaluation, de formation, pas simplement médicale, mais une formation des infirmières, une formation même des aides-soignantes. Qu'est-ce qu'elles font la nuit quand elles se trouvent dans une situation où elles se disent qu'il faudrait contenir, ou bien dans une situation où quelqu'un est contenu et où elles ont l'impression que c'est plus délétère que positif pour la personne. C'est quoi les systèmes qu'on a mis en place pour effectivement leur permettre de répondre de façon ajustée, je dirais, à la situation. Voilà. Et donc sur le plan légal, je reviens donc sur cette notion de danger immédiat élevé menaçant la santé et la sécurité des personnes, et avoir bien en tête que les jurisprudences aujourd'hui, elles font vraiment la part des choses entre la mise en sécurité et la privation systématique de liberté. Et que voilà, sur la privation systématique de liberté, les juges sont extrêmement sévères, beaucoup plus que sur cette notion de sécurité, en tout cas de ce que l'on peut analyser aujourd'hui sur le plan juridique. Alors après, peut-être parler des actions concrètes à mettre en œuvre. Donc évidemment, on l'a déjà évoqué, mais il y a cette nécessité d'avoir une évaluation. Voilà, une évaluation gériatrique standardisée. Il y a une nécessité d'évaluation avec de l'expertise, et là-dessus, on ne saurait que trop inciter les établissements à avoir au sein de leurs équipes des experts de ces sujets-là. Et les experts aujourd'hui, en dehors des médecins, on va aller vers les ergothérapeutes, qui sont des experts dans l'adaptation de l'environnement, et qui est un poste extrêmement important dans un établissement. Alors si on n'en a pas un, comment est-ce qu'on a accès à son expertise? Est-ce qu'on peut avoir un télé-ergothérapeute qui vient nous aider? Est-ce qu'on peut avoir des arbres décisionnels intéressants et qui nous aident dans l'adaptation du lit, du fauteuil à la personne en question? Parce qu'il y a beaucoup de problématiques de contention qui sont aussi liées à une mauvaise utilisation du matériel médical.
Le psychomotricien, qui est également une expertise qui est essentielle sur tout ce qui est comportement, troubles du comportement, toilette évaluative, formation des équipes, expertise autour de tout ce qui est rééducation du syndrome de régression psychomotrice, du syndrome d'immobilisation, sur lequel ils ont une expertise qui est réelle. Voilà, donc se poser la question en établissement, est-ce que j'ai l'expertise, et si je ne l'ai pas, est-ce que je peux l'avoir, et si je ne peux pas l'avoir dans mes équipes, comment est-ce que je fais pour l'avoir au-delà. Après, la nécessité d'avoir des protocoles, évidemment, de travailler les projets individualisés de façon réellement individualisée, d'avoir une démarche de collégialité, et puis, voilà, toujours la même chose, c'est-à-dire que face à une situation, être en capacité de démontrer qu'on a tout testé avant effectivement d'en arriver là. Parce que c'est vraiment ce sur quoi vous risquez d'être, en dehors du côté humain déjà, pour la personne en question, qui a peut-être des alternatives, des solutions qu'il faut qu'on trouve face à une situation qui nous paraît dangereuse. En dehors de ça, sur le plan, pour le coup, légal, c'est vraiment ce qui vous sera demandé, quoi. Est-ce qu'effectivement, voilà, vous avez pensé toutes les solutions pour effectivement arriver à cette prescription de contention. Alors François, si vous permettez, je vais vous poser une question de la part d'un de nos auditeurs anonymes. Faut-il prescrire une barrière lorsque c'est une demande du résident pour l'aider à se mobiliser plus facilement dans son lit? Question assez fréquente, on va dire. Alors pour moi, la réponse est non. Voilà. Comme ça, c'est clair, parce qu'il faut donner des réponses claires. Alors pourquoi non? Parce qu'en fait, il y a des systèmes aujourd'hui qui existent sur les lits en termes de dispositifs médicaux qui permettent effectivement à un résident patient de se mobiliser dans son lit, qui sont des tout petits bouts de barrières en fait, mais qui ne sont pas de la barrière telle qu'on l'entend rapport au dispositif de contention, et qui sont non seulement faits pour l'aider dans son lit, mais y compris pour sortir de son lit. Voilà, donc ce serait dommage de ne pas utiliser, justement, et là encore on revient à l'expertise de l'ergothérapeute, du matériel adapté, et d'aller prescrire une barrière standard à quelqu'un qui en fait n'en a pas besoin et qui risque de se faire mal avec. Alors que sur ce genre de petit matériel, on est sur quelque chose pour lesquels le risque de se faire mal a clairement été étudié et qui est bien moindre par rapport à une barrière standard. Voilà. Alors, petite question qui est personnelle. Les barrières que nous utilisons ne sont pas complètes. Donc certains ont pu penser que du fait qu'elles ne sont pas complètes, ce n'est pas un moyen de contention et qu'il n'y a donc pas besoin de la prescrire. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a peut-être un élément sur lequel je n'ai pas insisté, qui est l'intention. Derrière la contention, il y a un sujet d'intention. Et il est important qu'il soit clairement notifié. On peut contenir quelqu'un dans un fauteuil coquille. Voilà. Parce qu'en réalité, on sait très bien qu'en le mettant dans ce fauteuil coquille, il ne pourra pas se mobiliser. Est-ce que ça veut dire que tous les fauteuils coquilles sont des dispositifs de contention? La réponse est non. Donc je crois qu'il faut faire une part des choses entre dispositifs permettant de contenir et l'intention. Et donc si effectivement une barrière de lit est prescrite dans l'intention de contenir, on est bien dans de la contention. Et de la prescription. Et évidemment de la prescription. Après, moi, il faut me donner Enfin, à quoi ça sert, quoi. Je crois qu'il faut revenir au sens. Oui. Pourquoi prescrire une barrière de lit? Voilà. Et si c'est pour aider la personne à se mobiliser, je vous ai donné la réponse. Oui. Si c'est pour... et autrement, j'ai envie de vous dire, et autrement, ça serait pourquoi? Oui. Donc en fait, si on n'a pas de réponse, non, il ne faut pas la prescrire. Voilà. D'accord. Il ne faut pas la mettre. Il ne faut pas la mettre. Voilà. D'accord. Merci. Donc l'intention très très importante qui doit être liée aux actions, et puis penser à cette notion de temporalité, et cette notion de temporalité, elle est dans le fait que avant d'arriver à la contention, on peut, dans un certain nombre de cas, avoir du temps, on peut se permettre des essais, on peut se permettre de voir comment est tolérée telle solution ou telle autre, et il est important en tout cas d'être en capacité de montrer qu'effectivement ça n'a pas été une décision facile, qu'elle a été prise en collégialité, etc., mais que c'est surtout une décision qui a été prise en ayant exploré toutes les autres éventualités et solutions à la mise en sécurité de la personne. Parfait. Après, sur les technologies, les systèmes d'alerte, on va peut-être rebalayer rapidement, mais il y a ces détecteurs de chute qui peuvent malgré tout être très intéressants pour intervenir rapidement. Encore une fois, je vous l'ai exprimé, parfois ce qui est le plus important, c'est de pouvoir intervenir rapidement. J'en profite pour vous donner une petite astuce en termes de formation des équipes.
Il y avait un programme en Île-de-France qui avait été fait par l'Agence régionale de santé qui s'appelait Parachute, qui nous avait montré qu'un certain nombre de chutes avaient lieu la nuit lorsque la personne, l'aide-soignant qui est rentrée dans la chambre, quitte la chambre. Et la chute a lieu dans un temps extrêmement proche de cette sortie de chambre. Pourquoi ? Parce que, alors qu'il est rentré dans la chambre et qu'éventuellement, malheureusement, il a réveillé la personne, au moment où il sort, la personne a tout à coup une lumière et se dit « zut, j'ai oublié d'eux ». Et donc elle cherche à se lever. Et cherchant à se lever, pour peu qu'elle ait un risque de chute important, il fait nuit, elle n'est pas très bien réveillée, elle tombe. Et là, le soignant est parti dans la chambre d'après. Et avant qu'il repasse, il peut y avoir 3 heures. Et donc, c'est important d'avoir une formation de nos soignants de nuit en leur disant est-ce que vous savez ce que c'est que. Alors, ça, c'est une invention de ma part, mais les questions bed comme lit, c'est facile à retenir pour un aide-soignant. Et bed, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne quitte pas une chambre avant d'avoir posé 3 questions à la personne. B comme besoin. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ? Voilà, un élément important qui doit être fait au même titre que quand je rentre, je frappe et je dis bonjour. Et je dis est-ce que je peux rentrer, pardon. De la même façon, avant de sortir, je dois poser 3 questions. Est-ce que vous avez un besoin particulier non satisfait ? Est-ce que vous avez soif ? Est-ce que voilà. Élimination. Est-ce que vous souhaitez, voilà, est-ce que vous avez un besoin d'aller aux toilettes ? Donc le besoin est plus large, mais c'est élimination. Et le D comme douleur, c'est est-ce que vous avez mal ? Voilà. Et c'est vrai qu'en posant ces 3 questions, élimination, douleur et besoin au sens large, on peut espérer qu'en tout cas, cette levée au moment où je quitte la chambre sera moins fréquemment présente. Voilà. Mais en plus de ça, on peut avoir effectivement des systèmes qui nous permettent d'être alertés. Alors typiquement des détecteurs de chute, encore faut-il qu'ils portent la montre. Alors sur les taux d'usage de ce genre de dispositif, je vous invite à faire attention. Je vous invite à faire attention aussi sur tous les vendeurs de rêves qui vous disent qu'avec leur caméra, ils vont réussir à détecter toutes les chutes et qui, quand on regarde la réalité des faits, vous apercevez que en fait, vous avez 3 chutes sur 10 qui sont détectées et 9 alertes sur 10 qui dérangent le personnel pour rien. Voilà, donc faites très attention à ces éléments-là. L'ANAP a sorti là, dernièrement tout un listing des différentes solutions qui peuvent exister. Malheureusement, elles ne sont pas évaluées. Elles ne sont pas évaluées dans la vraie vie. Voilà. Donc faites très attention voilà, à bien vous renseigner sur les différents dispositifs qui existent. Parce qu'il y a des dispositifs qui sont sérieux, d'autres qui ne sont pas sérieux. Si je prends les montres, il faut qu'elles soient portées. Si je prends les caméras, il faut qu'elles nous donnent la bonne information au bon moment. Il faut qu'elles aient des angles de vue qui permettent effectivement de voir à peu près partout. Puis si elles sont dans la chambre, elles ne sont pas dans la salle de bain, etc. D'ailleurs, pour la petite histoire, un jour où je teste un certain nombre de dispositifs, je rentre dans un établissement où on me dit ce système est absolument génial. C'est un système étranger de caméras. Voilà. Et il y a une chose qui m'étonnait, c'est que j'avais regardé en amont les vidéos. Et effectivement, on avait à peu près 3 chutes sur 10 qui étaient effectivement détectées, et puis surtout 9 alertes sur 10 qui étaient là pour rien. Et donc j'ai essayé de comprendre pourquoi les équipes me disaient que c'était génial. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, on a parfois des évaluations subjectives qui sont en faveur d'un dispositif, ils sont emballés, etc. Alors que sur le plan scientifique, c'est une catastrophe. Et pourquoi est-ce qu'ils sont emballés ? Parce qu'en fait, il y a 2 personnes auxquelles ils étaient particulièrement attachés, qu'effectivement, ils avaient pu relever de façon rapide grâce au dispositif. Et donc, ils oubliaient ces 9 alertes sur 10 qui les dérangeaient tout le temps et qui probablement créaient des dysfonctionnements majeurs dans les équipes, pour n'avoir en tête que ces deux cas-là. Voilà. Donc, on a vraiment une responsabilité importante, et j'insiste là-dessus, à proposer des dispositifs qui sont effectivement évalués dans la vraie vie, pas en laboratoire, et qui effectivement ont montré qu'ils ne dérangeaient pas les équipes pour rien. Et que, voilà. Après, le 100%, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas communiquer sur du 100%. Il n'y a pas du 100% de système qui détecte des chutes et du 100% de système qui donne des alertes utiles. Il y a des équilibres. Il faut être là aussi loyal vis-à-vis des familles. On a un système qui a démontré dans la vraie vie qui détectait 96% des chutes et qui dérange les soignants pour rien dans 10% des cas. Bon, est-ce que c'est acceptable ? Je vous laisse voir, ça me paraît déjà pas mal. Voilà. Mais donc ces systèmes d'alerte, très intéressants en termes d'actions concrètes pour essayer de limiter la contention, mais voilà, des systèmes qui méritent d'être réellement évalués dans la vraie vie. Voilà. Après, vous avez évidemment la géolocalisation qui peut être un élément intéressant pour limiter la contention. Aujourd'hui, on a des systèmes qui permettent même de déterminer quel est le périmètre dans lequel on permet à la personne de se déplacer. Et puis quand elle quitte le périmètre, à ce moment-là, on a une alerte et puis
on regarde où est-ce qu'elle se situe. Voilà, c'est très intéressant pour des établissements qui ont parfois des grands parcs clos et qui souhaitent que les malades qui ont des troubles de l'orientation puissent malgré tout pouvoir s'y promener et en profiter. Vous avez les alaises connectées qui sont également intéressantes parce que la personne se lève et puis en fonction de la durée entre son lever et par rapport à ses habitudes, vous n'êtes pas obligé de mettre une alerte pile poil au lever. Alors on la met pile poil au lever quand c'est quelqu'un de très agressif, quand c'est quelqu'un qui abîme son environnement. Mais on va la mettre à 10, 20, 30 minutes voilà, en fonction d'autres profils qui ont peut-être un risque de chute, mais qui sont allés aux toilettes et puis qui reviennent et puis qui du coup ne déclenchent pas l'alerte quand ils sont revenus dans les 30 minutes, mais qui au-delà de 30 minutes déclenchent l'alerte. Et effectivement, dans un certain nombre de cas, c'était bien qu'il y ait cette alerte parce qu'au lieu de rester pendant 2 heures par terre, il reste peu de temps par terre. Puis vous avez l'analyse des bruits aussi, qui aujourd'hui est en vogue, voilà, avec peut-être une certaine finesse à avoir dans la mise en œuvre de ces systèmes-là. Là encore, attention à l'évaluation dans la vraie vie de toutes ces technos-là. Oui. Je crois que la question finalement du consentement et de l'intention, je dirais, intéresse nos auditeurs. Donc, alors, toujours la question de que faire quand le résident demande les barrières. Donc, vous nous avez répondu. Et finalement, c'est une question d'intention. Finalement, l'intention n'est pas de contenir, donc dans ce cas-là. Donc, on peut accepter. Et si l'on refuse, quelle est la responsabilité? Puisqu'il y a ces deux questions qui se posent. Pas évident comme question. Mais c'est pour ça que je me permets de vous la poser. Je crois qu'il faut... ouais. On est médecin. Là, je parle médecin parce que on est sur de la prescription, là, oui. dans ce que j'entends. Oui, oui. En tout cas, si vous avez un patient qui vient vous demander du Jazilix, est-ce que vous lui donnez? J'ai envie de vous dire ça. Vous lui donnez si vous pensez qu'effectivement c'est positif pour lui. Voilà. Et s'il fait son OAP derrière, est-ce qu'il va vous reprocher de ne pas lui avoir donné du Jazilix? Bon, c'est peut-être mon orientation de cardio-gériatre qui parle un peu trop, mais la question, elle est dans le lien de confiance que l'on a avec la personne. Et il faut essayer de comprendre le pourquoi. C'est surtout ça. C'est pourquoi est-ce qu'il veut des barrières? Et derrière, il faut déminer. C'est parce que le lit est trop petit. Bon, très bien. Donc, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir un lit plus grand? Parce que, malgré tout, une fois que les barrières sont mises, il faudra me dire comment est-ce qu'il fait pour les enlever. C'est-à-dire que le sujet de « je mets une barrière et je suis en capacité de l'enlever tout seul oui. », il n'a pas été traité. Moi, j'en ai parlé à certains vendeurs de barrières, en leur disant qu'il serait important d'avoir un bouton qui permette à une personne qui est dans son lit avec des barrières, effectivement, d'être en capacité de l'enlever. Je ne connais pas aujourd'hui de dispositif médical de type barrière qu'un résident est en capacité d'enlever en étant dans son lit de façon simple. Absolument. Et donc, ça veut dire, malgré tout, qu'à sa demande, on va le contenir. Et donc, moi, j'ai envie de vous dire qu'en fait, non. Non, pourquoi? Parce que quelqu'un qui vous demande de l'attacher, vous ne l'attachez pas. Et parce que vous savez quels sont tous les impacts qui sont derrière. Donc, il y a à discuter, il y a à négocier, il y a à rentrer dans l'évaluation fine, de comprendre. On va peut-être lui mettre un lit hyper bas, avec un matelas par terre. Voilà, mais on va essayer de comprendre où sont ses craintes et ses peurs, et on va faire tout ce qu'il faut pour éviter de lui mettre des barrières. Voilà. Et en termes de responsabilité, si effectivement il lui arrive quelque chose, mais que tout a été fait en amont, pour montrer à quel point on a souhaité le convaincre, mais aussi à quel point sa demande était inadaptée, voilà, je crois que la responsabilité, elle ne doit pas vous inquiéter. Attention à ne pas prendre vos décisions en fonction des juges, mais bien en fonction de votre métier. Parce que là, c'est un sujet absolument clé. On a trop tendance à prendre des décisions parce que voilà, on a le spectre judiciaire et ça nous amène à des choses qui sont complètement aberrantes. Voilà, j'ai un exemple en tête. Quand vous avez 12 heures d'attente aux urgences et que vous décidez d'envoyer un malade, en sachant qu'il y a 12 heures d'attente, alors que vous avez peut-être juste à lui donner 80 mg de Jazilix là où il est. Et certes, vous prenez un certain niveau de risque, mais là aussi, le risque est la vie, on en reparlera, mais en le laissant dans son lit et en faisant peut-être un passage un peu régulier et une surveillance qui est peut-être pas suffisante par rapport à ce qu'il aurait s'il était dans une unité gériatrique aiguë, mais largement supérieure que celle qu'il aura sur son brancard aux urgences. Voilà, parce que le juge, voilà, comment est-ce que l'on explique à son entourage qu'en fait, la bonne décision, c'est peut-être effectivement de le laisser là. Et voilà, faisons de la médecine, faisons du soin et faisons attention à cette déviation dans nos raisonnements, ou en tout cas
faisons attention à cloisonner. Est-ce que là, ma décision, c'est quoi les réelles raisons qui sont derrière? Est-ce que c'est pour le patient? Est-ce que c'est parce que j'ai peur du juge? Voilà. Mais ça me paraît très important. Merci. Dans les principes, et là aussi, du coup, je fais le lien, mais entre cette question de je veux des barrières, docteur, et l'expertise humaine qui est présente dans votre structure, il y a un sujet. Je n'ai pas mis d'ailleurs la psychologue, mais je pense que la psychologue pourrait être ajoutée dans l'expertise humaine, parce que l'écoute de cette personne, de comprendre précisément ce qu'il en est, c'est important. Je reviens sur l'ergothérapie, les kinés, la psychomotricité, et puis l'activité physique, bien sûr, avec la nécessité de proposer des ateliers qui sont importants. Et donc ça, c'est toutes des actions que vous ayez... auquel, en tout cas, il faut que vous ayez accès pour pouvoir le proposer en amont et essayer de réduire effectivement l'usage de la contention à peau de chagrin. Voilà. Après, il y a l'environnement architectural qui est important aussi dans les actions à mettre en œuvre, qui est plus complexe, parce qu'évidemment, l'environnement architectural, c'est un sujet. On ne change pas l'architecture d'un établissement comme ça, donc c'est déjà à la construction que les choses elles doivent être pensées. Si certains d'entre vous construisent, c'est bien d'avoir des avis d'experts, pas que des architectes, mais aussi des personnes qui connaissent bien la maladie d'Alzheimer et qui sont réellement confrontées au sujet. Voilà, quand on a un PASA, c'est plus simple. Quand on a une unité fermée, c'est plus simple, mais l'utilisation des fauteuils, par exemple, qui est quand même un vrai sujet. Et qui là aussi reflète la qualité du soin de l'établissement. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas utiliser les fauteuils? Pour ne pas utiliser les fauteuils, il faut avoir des endroits où s'asseoir. Parce qu'une personne âgée dans nos établissements, elle ne va pas pouvoir faire plus que peut-être 20 mètres. Mais s'il n'y a pas de quoi s'asseoir à 20 mètres, on va prendre le fauteuil, on va la descendre au restaurant. Mais ce n'est pas souhaitable. Ce qui est souhaitable, c'est plutôt de lui proposer un parcours de marche qui lui permet peut-être même en partant à 11h le matin, d'arriver à 12h30 au restaurant. Mais au moins, elle a fait quelques pas, elle s'est assise, elle a discuté, et elle a avancé progressivement. Et en termes de travail pour les aides-soignants, c'est aussi moins de travail et puis surtout moins de complications, parce que derrière, toutes les complications liées à cette perte d'autonomie liée au fauteuil, etc., on va pouvoir effectivement retrouver de la mobilisation au sein des établissements. La mobilité, c'est la vie, donc en fait, c'est bien pour tout le monde. Voilà. Après, il y a l'éclairage aussi, qui est très important. Quand vous avez des couloirs qui sont peu éclairés à un endroit et puis qui augmentent en termes de niveau d'éclairage dans les unités fermées, dans lesquelles malheureusement parfois vous n'avez pas suffisamment de surveillance la nuit pour presque avoir une permanence 24/24, parce que moi je dénonce vraiment, parce que je pense que c'est dangereux. On a malgré tout cette possibilité d'orienter les personnes qui sortent de leur chambre grâce à l'éclairage et d'essayer de les amener à un endroit commun où peut-être... il y a des choses qui se passent, et il y a un peu de musique, etc., et qui permettent en tout cas de réduire encore l'usage. Les barres d'appui, évidemment, sol antidérapant, poignée anti-intrusion aussi, dans ses capacités, poignée de piscine, tout simplement, où il faut 2 mouvements pour pouvoir rentrer, ou bien d'autres poignées plus techno, qui permettent à la personne de la chambre de rentrer et pas à un autre, qui ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre en réalité, mais qui, quand elles sont bien utilisées, peuvent être intéressantes. Voilà. Dans les actions concrètes, on en a parlé, il y a les LIBA, les matelas de sécurité, avec un matelas de sécurité versus barrière. Il y a tout ce qui est autour du fauteuil versus fauteuil roulant. Dans les actions concrètes, il y a les médicaments, on en a parlé aussi. Et puis il y a la formation. Donc la formation des équipes, qui passe par une formation continue, une évaluation des pratiques de soins, en réunion pluridisciplinaire, au moment de la réalisation des projets personnalisés, dans les suites de l'évaluation gériatrique, quand il y a un événement indésirable, une chute, ou un comportement un peu agressif, arriver à profiter de ces moments-là pour effectivement faire de la formation continue, très pratico-pratique, sur un cas d'usage, et transmettre un certain nombre d'informations et d'éléments importants autour de cette notion de respect de la dignité, de liberté d'aller et venir, de contention limitée au maximum, et puis bien entendu promouvoir l'autonomie. Moi j'aime bien parler du risque ou de la vie, parce que c'est un peu ça finalement, c'est que il faut lever cette culture sécuritaire, que ça soit au niveau des équipes mais aussi au niveau des familles, dénoncer en fait une culture du tout sécuritaire, pour dire que si on met les personnes dans des environnements complètement aseptisés, en fait ils vont mourir de dépression.
Et ça doit être individualisé. Vous n'avez pas la même attitude face à quelqu'un qui a fait de la moto et du parapente et face à quelqu'un qui est plutôt en charentaise devant sa télé, en fonction de sa vie, quoi. Donc c'est important de vraiment connaître la personne que l'on accompagne pour savoir quel est effectivement le niveau de risque acceptable pour lui, qu'il aurait peut-être aussi lui pris s'il était encore en capacité d'exprimer tout ça, et donc discuter avec la personne de confiance et voir un petit peu quelle était sa vie et quel est le niveau que l'on peut lui apporter, et faire dans ce contexte-là des familles, des alliés. Des alliés de apportez-moi les photos de quand il avait 10 ans, du mariage de ses parents, etc., de façon à ce que quand il passe dans le couloir, en fait, il puisse reconnaître quelque chose qu'aujourd'hui il ne reconnaît plus. Ça ne sert à rien de mettre des photos de lui quand il a 85 ans. Dans les unités protégées, si vous faites ça, mettez devant la porte les photos du résident à 85 ans. Unité protégée, par définition, il n'a pas 85 ans dans sa tête. Il a plutôt 10, 15, 20 ans. Donc si vous trouvez une photo de lui quand il a 20 ans, il se reconnaîtra, il rentrera dans sa chambre. Mais si vous trouvez une photo du mariage de ses parents, il les reconnaîtra, il rentrera dans la chambre, etc. Donc comment est-ce qu'on fait de la famille un allié pour nous aider dans la décoration, dans les objets qu'on met dans son environnement, dans la musique aussi qu'on passe. Et puis avec cet énorme intérêt du trouble de la mémoire, qui fait que quand vous passez une musique à 8h, vous pouvez la repasser à 9h, il a oublié qu'il l'a entendue, et donc du coup vous provoquez quelque chose de positif chez lui à chaque fois. Et ça, c'est vrai qu'on ne s'en sert peut-être pas assez, mais voilà, comment changer ce lien avec la famille, leur proposer des groupes de soutien, espaces de parole, parce qu'ils ont besoin de libérer, de vider leur sac. Et il y a des sentiments de culpabilité importants, ils ne font pas obligatoirement la part des choses entre ce qu'eux peuvent vous imposer et ce que vous pouvez accepter. Et il est important de rappeler que dès l'entrée du résident, il faut tout de suite lui donner sa juste place et lui demander s'il souhaite être accompagné par la famille au moment de la remise du projet personnalisé. Ça permet, alors évidemment, il vous dira peut-être oui, il vous dira peut-être non. Peu importe, c'est une phrase essentielle pour bien faire comprendre à la famille que si une décision est prise pour lui, dans son votre objectif avant tout, c'est lui. Voilà. C'est pas de respecter la décision que souhaite la famille, non, c'est d'accompagner la famille vers la bonne décision pour lui. C'est très très différent. La personne qui doit rentrer en unité protégée, si la famille ne souhaite pas qu'elle y rentre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'y mettre. Ça veut plutôt dire que si effectivement il y a une indication, ça veut dire qu'il va falloir accompagner la famille dans l'acceptation de cette indication, ce qui est très différent. Et vous verrez d'ailleurs que vous aurez moins de plaintes si vous commencez à avancer comme ça, parce que les familles comprennent assez rapidement qu'en fait, votre problème, c'est bien le résident, et que derrière, vous faites ce qu'il faut pour les accompagner, mais que vous ne prenez pas à la lettre une demande pour la mettre en œuvre, qui, dans un certain nombre de cas, en plus, risque de vous être reprochée, parce que en fait, la famille vous reprochera d'avoir accepté sa demande, alors qu'en tant que professionnel, vous étiez capable de dire que la demande n'était pas adaptée par rapport à leurs parents. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Donc, l'information des chefs de famille, en faire des alliés, leur apporter une information experte, éclairée, avec une éducation, la dénonciation de la culture sécuritaire, et toujours cette notion à travailler avec eux entre le risque ou la vie. Voilà. Donc après, en conclusion, dire que zéro contention, ce n'est pas une utopie, c'est une direction, avant tout. Et donc, ça doit faire partie de votre projet d'établissement, il me semble. Et derrière, dans le rapport d'activité médicale annuel, avoir des indicateurs très clairs sur vos volumes d'utilisation de la contention. Moi, je rêverais que ça puisse être publié au niveau national, qu'on puisse voir comment les personnes, qu'on puisse se comparer en fait, avoir un indicateur national de ce truc-là dans le temps qui évolue, qui nous permet de savoir où on se situe. De la même façon qu'on pourrait avoir des indicateurs nationaux de taux de fracture du col du fémur dans tel établissement versus tel autre, de l'utilité aussi des solutions qu'on propose. Je parlais de techno tout à l'heure. Avoir comme ça des choses qui nous permettent de nous comparer et d'avancer. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le projet d'établissement, la contention, elle doit prendre sa place. Faire de la contention l'exception en adoptant des dispositifs qui la rendront inutile. Voilà, c'est vraiment, je crois, ce que j'ai essayé en tout cas de partager avec vous autour de cette formation. Et puis toujours cette approche multidimensionnelle essentielle, humaine, environnementale, technologique, juridique, avec un bénéfice partagé pour tout le monde, résidents, soignants, famille, direction, qui doit vous aider, j'espère, dans vos pratiques. Je vous remercie de votre attention, et peut-être qu'il y a des questions. Alors non, juste une petite question. Vous avez parlé de contention architecturale. Du coup, est-ce que l'entrée dans une unité protégée doit se faire sur prescription médicale ? Alors, déjà, la contention architecturale, on la voit souvent au-delà de l'unité protégée.
mais l'entrée en unité protégée doit être faite dans un contexte. La loi nous dit qu'il y a un avenant au contrat qui doit être mis en œuvre. La décision d'entrée d'unité protégée doit être faite dans un contexte de collégialité, de réflexion collégiale, d'évaluation. Ça ne me choquerait pas qu'on fasse ça sur prescription médicale, puisqu'effectivement on est sur... après, le problème de la prescription médicale, c'est que souvent on a attaché la prescription médicale au remboursement de la sécurité sociale. En réalité, la prescription médicale, c'est justement indépendamment, c'est indépendant du remboursement par la sécurité sociale. C'est pour ça d'ailleurs que dans nos établissements, prescrire le bon déambulateur, le bon fauteuil, le bon lit, etc. Aujourd'hui, quand vous êtes médecin en ville, une personne ne peut pas avoir accès à un fauteuil ou à un lit sans une prescription médicale. Exactement. Et en établissement, dans un certain nombre de cas, on arrête les prescriptions de ce type de matériel. Moi, je pense qu'il faut y revenir, parce qu'il y a nécessité d'avoir, alors en s'appuyant sur l'ergothérapeute, sur le psychomotricien si nécessaire, mais il y a nécessité effectivement d'avoir une vraie réflexion par rapport à ce matériel médical, de ne pas rester dans une espèce de logique macro en fait, qui nous amène à faire de la gestion qui n'est pas individualisée, alors que justement, je pense que là-dessus, il y a une nécessité d'individualisation qui est essentielle. Voilà. Et donc, pour revenir à l'unité protégée, moi, j'aurais tendance à dire que ça serait une bonne chose que de la prescrire, et de la prescrire pour un certain temps, de façon aussi à pouvoir la réévaluer. Parce qu'il y a deux sujets dans l'unité protégée. Il y a l'entrée et la sortie. Oui, et la sortie doit être discutée à l'entrée. Pourquoi on la fait rentrer? Il y a des critères qui doivent être clairs dans le projet. Puis en plus, aujourd'hui, il y a des recommandations sur ce sujet-là. Il y a tout ce qui est PASA qui peut nous aider dans la réflexion aux critères d'entrée. Mais il doit aussi y avoir des critères de sortie. Et ils doivent être annoncés dès le départ. On ne peut pas faire rentrer quelqu'un en unité protégée sans annoncer les critères de sortie à la famille. Mais les critères de sortie doivent être pensés avec une unité qui s'occupe de ces sorties-là. On ne peut pas mettre quelqu'un dans un environnement particulièrement choyé, avec des ratios de personnel importants et une individualisation assez forte, et puis ensuite le sortir pour le remettre dans un environnement standard. Ça veut dire qu'il faut avoir l'unité qui suit, que moi j'appelais l'unité des grands fragiles, qui permet effectivement d'avoir un projet après. Parce que pour les familles, alors là, pour le coup, j'ai connu ça, pour les familles, l'entrée est compliquée, mais la sortie est au moins aussi compliquée que l'entrée. C'est ce qui d'ailleurs bloque les UHR en particulier, où la sortie est très difficile, effectivement. C'est pour ça que s'appuyer sur la prescription peut être intéressant. Parce qu'il a été prescrit pour une durée sur des critères extrêmement bien définis. Et puis voilà, maintenant on va prescrire l'unité grand fragile. Et faire que réglementairement, le séjour dans ces unités soit limité à une durée précise. Quelques autres questions, toujours sur la question des barrières de lit, donc à la demande d'un patient, mais je crois que vous y avez répondu en disant qu'il faut effectivement trouver des solutions alternatives, comme par exemple un lit plus large. Donc une question qui concerne un résident qui vit mal la contention, pelvienne en l'occurrence, mais qui ne cesse de tomber. Que faire dans ce cas-là? Alors, s'il a une contention pelvienne, je pense qu'il ne tombe pas. La question, c'est... Parce qu'on l'enlève. Bien sûr. Ouais. Et donc, la question, elle mériterait d'avoir... on est sur un cas unique, donc chaque cas est unique. Mais pourquoi est-ce qu'il tombe? Donc là-dessus, il y a toute une évaluation nécessaire à mettre en œuvre, les médicaments, etc. Et puis après, je crois qu'il y a un bilan kiné, un bilan ergo, il faut aller regarder précisément ce qu'il en est. On n'a pas dit que la contention, c'était toujours à bannir. On a dit que le zéro contention était une direction. Dans ce cas précis, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'ils ont pensé à mettre ce qu'on appelle les pots
des écailles, là. Enfin, j'ai un drap anti-glisse en fait sur le Oui, fauteuil qui évite en fait une espèce d'écailles en fait qui font que ça agrippe et qui évite effectivement qu'il glisse. Oui, parce qu'effectivement, le maintien en contention peut être douloureux, ce qui explique la mauvaise tolérance. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'effectivement des dispositifs sans contention ont été analysés chez lui? Est-ce que peut-être un fauteuil coquille mis en arrière? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc réfléchir sur les modes de contention et sur tout ce qui pourrait aider à la tolérer dans le cas précis. Oui, et puis combien de fois est-ce qu'on le lève par jour? Voilà, exactement. Je pense que ça, c'est tout à fait fondamental. Voilà. C'est-à-dire que le fait de le contenir peut paraître ajusté parce qu'il n'arrête pas de tomber, tel que je l'entends, si effectivement on a bien fait tout ce qu'il fallait. Donc ça veut dire qu'on sera de toute façon sur une contention. Mais par contre, il y a peut-être c'est l'histoire de mon entonnoir, il y a peut-être des dispositifs de contention qui sont moins agressifs que ceux dont on parlait, c'est-à-dire la ceinture pelvienne. Et typiquement, voilà, les couvertures anti-glisse des fauteuils ou autres. Donc il faut vraiment bien analyser s'il n'y a pas d'autre solution pour cette personne-là. Encore une question sur les barrières. Dans le cas où l'on met une seule barrière et de l'autre côté du lit contre le mur, c'est également une contention à prescrire donc, point d'interrogation. Ouais, lit contre le mur et barrière de l'autre côté. Moi j'ai même envie de dire, il n'y a pas besoin de ça. Ouais. Un malade qui a fait un AVC qui se lève systématiquement du côté droit, vous mettez une seule barrière à droite, vous êtes avec un objectif de faire en sorte qu'il ne se lève pas, vous êtes sur une contention et vous devez la prescrire. Il n'y a qu'une seule barrière, mais elle doit être prescrite. Elle doit être prescrite parce qu'il n'a pas le choix de passer autrement. Tout à fait. Et lorsqu'on met un lit bas plus un matelas au sol, est-ce que cela ne risque-t-il pas de favoriser une chute chez un résident qui se lève la nuit? Lit bas plus matelas au sol, est-ce qu'effectivement il n'y a pas plus de risque qu'une barrière finalement? Aujourd'hui, la littérature ne nous a pas montré qu'il y avait plus de risques. Après, je n'ai pas fait une analyse bibliographique exhaustive du sujet, mais c'est sûr que si on met des matelas standards, ça va être compliqué. On ira plutôt sur un tatami, quelque chose de très fin. Absolument. Mais c'est sûr qu'au moment du retour dans le lit, le fait qu'il puisse se prendre le pied dans le tatami et tomber dans son lit, si effectivement c'est quelqu'un qui marche bien, voilà, ça reste quelque chose qui n'est pas parfait, mais qui est probablement plus adapté qu'une barrière. Parfait. Donc, en tous les cas, donc nos auditeurs vous remercient pour la clarté des réponses. Donc, qu'est-ce que la poignée anti-intrusion? En fait, c'est une poignée qui permet de... Alors, soit c'est les poignées de piscine, c'est-à-dire que quand vous allez... quand vous avez une piscine, vous êtes obligé de mettre des poignées qui méritent d'avoir 2 mouvements coordonnés pour effectivement ouvrir la porte. C'est pour empêcher que les enfants puissent effectivement rentrer. Donc il y a des personnes qui mettent ce type de poignée pour empêcher en fait la nuit un résident de rentrer, alors que la personne qui est dans sa chambre peut tout à fait sortir. Avec la complexité qui est que si elle est sortie de sa chambre et que la chambre s'est fermée, elle aura du mal à y re-rentrer. Donc ça pose quelques problèmes éventuellement sur le plan éthique. Puis vous avez un autre système qui est un petit peu comme votre voiture, c'est-à-dire que quand vous vous approchez de votre voiture, c'est une voiture un peu moderne. Si vous avez la clé dans la poche, quand vous la touchez, elle s'ouvre. Et donc vous avez également des poignées qui existent comme ça, qui permettent, à condition que la personne porte le badge en question, à une personne de ne rentrer que dans sa chambre et pas dans la chambre d'à côté, donc ce qui permet d'avoir un respect de l'environnement privé qui est intéressant. Voilà, mais avec cet enjeu du port du badge et qui passe par une inculturation très forte des équipes qui doivent se poser la question de savoir si Madame Duchemol, elle a son petit sac toujours sur elle, y compris quand elle se lève la nuit, et donc si on le met dedans, elle l'aura toujours sur elle, ou le mettre dans la ceinture, ou le mettre, essayer de voir comment est-ce que l'on peut faire en sorte que le badge soit porté, ce qui n'est pas toujours évident. Question sur la mise du lit au plus bas, savoir si c'est une contention, mais je pense que l'intention n'y étant pas, on peut considérer que ce n'est pas une contention, le fait de mettre un lit au plus bas, j'imagine. Si l'objectif c'est que la personne ne se lève pas parce que le lit est tellement bas que pour elle c'est impossible de se lever, on est sur une contention. Voilà. Si l'objectif c'est que la personne ne tombe pas et que la conséquence c'est qu'effectivement elle aura peut-être un peu de mal à se lever, je pense qu'on n'est pas sur une contention. Voilà. Donc, mais quoi qu'il en soit, moi je pense que le lit c'est une bonne chose de le prescrire, au même titre qu'un matériel médical. Et donc, un de nos auditeurs dit qu'il lui semble qu'il faut également faire une annexe contrat de séjour pour instituer une contention, en plus de la prescription médicale, mais je pense que vous y avez déjà répondu. Oui, on est d'accord. Donc, pouvez-vous évoquer le cas des multi-shooters, en particulier en UVP? Que penser des casques et des protecteurs de hanches?
C'est une bonne question. Les protecteurs de hanches, dans la littérature, ils n'ont pas démontré d'une énorme efficacité, plutôt dans la vraie vie, essentiellement, à ma connaissance, du fait d'un mauvais positionnement par les soignants. Mais l'expérience nous montre qu'ils ont probablement une place dans tout ce qui existe pour essayer de limiter les conséquences de la chute. Vous savez peut-être que la complexité là-dessus, c'est de s'assurer qu'il ne crée pas la chute. Parce qu'un protecteur de hanche, il faut le porter et ça peut limiter un petit peu les mouvements. Mais bien mis en place, avec des indications bien posées, ils peuvent dans certains cas être utiles. Et puis arrive sur le marché une ceinture qui fait des airbags, qui peut être intéressante également, qui réduit de façon importante le nombre de fractures de col du fémur. Et les casques qui sont nécessaires dans ce nombre de cas, même si là encore, il faut voir comment est-ce qu'ils sont tolérés par la personne. Moi, je trouve qu'il y a un élément aussi de comparaison qui est intéressant, c'est la pédiatrie. C'est que effectivement, le casque est parfois utilisé en pédiatrie. Chez les épileptiques. Ouais, exactement. Il faut vraiment que le risque soit important. Mais de façon générale, en pédiatrie, l'utilisation de la contention est extrêmement limitée. Et quelque part, le regard d'un enfant contenu est assez insupportable. Et pour des raisons culturelles, on n'a pas tout à fait le même regard sur une personne âgée contenue. Et ça serait bien que notre regard, progressivement, considère nos personnes âgées avec la même considération qu'un enfant contenu, en tout cas quand elles sont contenues. François, je vous remercie beaucoup. Donc, nos orateurs ont visiblement apprécié votre clarté et votre humanité face à ces problèmes. Donc, un grand merci de la part de toute l'équipe de Télémédicaire et j'espère que nous pourrons vous retrouver très prochainement pour une autre session de formation. Bonne journée à tous et à toutes. À bientôt. Merci beaucoup.